Salut à tous, donc premier exercice de réponse à vos questions sur la chaîne. J'ai jamais fait ça, donc première FAQ. Bien entendu, j'ai pas pu répondre à toutes vos questions, j'en suis désolé. Il y en a eu vraiment pas mal pour le coup, j'ai été étonné. Mais on va essayer de répondre au maximum de questions dans le but que vous ne pensiez pas que je vous snob quand vous me posez des questions, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Souvent, vous me posez la question, j'ai l'intention d'y répondre, je souhaite y revenir plus tard, mais j'oublie ou je perds la question dans le fil. Donc, il faut pas croire que je snob qui que ce soit, c'est juste un problème de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Vous vous en doutez, j'ai une activité professionnelle à côté de la chaîne, donc j'ai rarement le temps de répondre à toutes les questions. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque. On commence avec la question de Tony. Quel litrage utilises-tu pour tes sacs EDC? Alors, j'aime bien rester entre 15 et 25 litres maximum. Trop gros, ça va réduire ma mobilité dans ma vie de citadin actuel, on va dire. Et trop petit, bah, tu peux rien mettre dedans. En ce moment, j'utilise le Groundhog de chez Helicontext, dont je vais vous parler bientôt. Donc, Patrick qui demande si tu devais emporter 3 objets avec toi, lesquels seraient-ils? C'est toujours assez compliqué de répondre à ça dans le sens où ça va dépendre tout le temps de énormément de paramètres, mais dans ma vie assez calme de citadin actuel, ça reste mon smartphone, un couteau suisse qui offre quand même plus de possibilités qu'un couteau classique et qui reste plus admissible, encore une fois, en tant que citadin. Et en 3, on va dire quand même le kit trauma, même si j'hésite avec la 1 parce que je m'en sers pas mal et c'est vraiment par réflexe que je vais prendre en sortant. Donc kit trauma ou lampe en 3e choix. Alors vous avez été pas mal à me poser des questions sur les couteaux et j'aime beaucoup parler de ça. Kasparvi qui demande quels critères déterminent le choix d'un couteau pour toi. Alors la première chose, c'est qu'il soit utilisable de manière pratique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'erreur de conception. Ça, on va le savoir que rarement avant de l'avoir utilisé régulièrement. C'est pour ça que s'en servir un minimum avant d'en parler, c'est important pour moi. Parfois, le flipper peut être un peu bas. Parfois, on va avoir un décapsuleur qui va venir t'arracher la main quand tu bourrines. Parfois, c'est une absence de réel ricasso ou de garde, ce qui fait que tu vas te couper pour pas un rond à l'utilisation. Donc ça, c'est des choses que tu vas pas repérer directement au premier coup d'œil. Mais on peut aussi parler de la conception de base du couteau. Ça va pas être une erreur du design en soi. Par exemple, les couteaux à cran forcé. Perso, j'ai beaucoup de mal avec. Je trouve ça pas pratique. L'ouverture est lente. Faut utiliser les 2 mains forcément pour l'ouverture et la fermeture. Parmi les critères également, j'apporte pas mal d'importance à la dureté et la trempe de l'acier. Tu peux avoir un acier de l'espace, comme on dit, avec une trempe totalement merdique. Donc, tu vas te retrouver avec une lame qui se casse pour pas grand chose. Et ça, c'est un truc qui me gonfle. Tu peux pas savoir. Des fois, tu payes des couteaux, une blinde. L'acier est cassant pour pas un rond. Tu sais pas pourquoi. Donc, encore une fois, pour faire simple, c'est les critères de base. Et bien sûr, je pense qu'on est tous pareils. Le look, l'aspect du couteau, ça reste très important, même si c'est pas ça qui va faire son efficacité. Cédric qui demande quel emport IFAK au quotidien. Donc encore une fois, principalement, et sans rentrer dans les détails, ça va être donc des gants, un compressif, une gauze, un wound clot, un garrot, du duct tape, un pansement ventilé et bien sûr un petit bobo kit à part pour les blessures qui vont pas engager le pronostic vital. Mais le bobo kit quand même très important parce que même si c'est des blessures qui vont pas engager le pronostic vital, elles peuvent vite devenir très embêtantes et justement te ralentir pour ce qui pourrait être plus important par la suite, peu importe ce que tu vas faire. Donc dedans, compresse, pansement, quelques antidouleurs, du désinfectant, du sérum phi. Je mets aussi une pince à épiler. Donc pour faire simple, c'est ce que je conseille et c'est ce qui me semble le plus utile pour faire face au plus de situations possibles, tout en restant relativement compact. Quelqu'un d'autre qui demande, as-tu des applis indispensables? Alors, si on parle de choses réellement indispensables, ça reste mon avis, mais avant tout les applis d'actualité, et ça va peut-être en faire sourire certains, c'est Twitter, qui s'appelle maintenant X, et qui est à mon sens l'endroit où les infos arrivent le plus vite pour se tenir informé. C'est là où ça circule le plus rapidement, où ça arrive le plus rapidement. Il va y avoir de mieux, notamment dans des situations d'urgence. Ensuite, deuxième chose incontournable pour moi, les applis de traduction rapide. C'est super utile que ce soit avec quelqu'un que tu comprends pas ou qui te comprend pas, notamment dans les situations d'urgence. Ça peut même devenir indispensable. Mais aussi justement pour traduire ce que l'on trouve sur le net, des actus, on en a parlé avant, des blogs en langue étrangère et même des livres, notamment avec DeepL, qui est celle qui me convient le mieux, la plus rapide, la plus efficace. En tout cas, je vous la conseille. Je l'ai découvert grâce à l'un d'entre vous. Et la dernière application, c'est Kindle, qui permet d'accéder à des livres au besoin sans connexion. C'est parfait pour s'occuper et s'instruire en toutes circonstances. Et ils ont prévu un système de traduction et de lecture automatique. Donc, on peut se faire une petite bibliothèque et on est tranquille pendant un moment, même sans connexion Internet. En soi, bien sûr, c'est pas indispensable, mais pour moi, ça l'est parce que j'ai toujours ce besoin de pouvoir m'occuper, peu importe la situation, même si j'ai pas Internet, même si la connexion est trop lente. À tout ça, on peut bien sûr ajouter les applis d'identité numérique. C'est vraiment utile dans pas mal de situations. Tout le reste, ça va pas être de l'indispensable à mon sens, à part bien sûr tout ce qui est cartographie off-grid, comme la personne l'a cité d'ailleurs dans son commentaire, notamment avec Attack et Osmond. On a le Chamaigre qui demande un avis sur les bananes VanQuest. Alors perso, cette marque, j'ai arrêté quand ils ont commencé à trop s'inspirer d'autres marques, voire carrément plagier dans certains cas, j'avais vu ça. C'est dommage que surtout qu'ils ont les moyens de faire de belles choses, donc difficile de répondre à ta question. Mais quoi qu'il en soit, les bananes en EDC citadin, c'est top, c'est discret, les affaires restent parfaitement en sécurité. On peut éventuellement avoir une tenue cohérente professionnelle avec, il n'y a aucun souci. Donc les bananes, excellent système. Fatval qui demande un kit
kit de râteau pour cadenas est-il une bonne base? Donc je pense qu'il parle de ça, communément appelé peigne. Il existe plusieurs tailles en fonction du nombre de goupilles du cadenas et de sa taille. Ça va permettre de le crocheter rapidement. Est-ce que c'est une bonne base? Perso, je trouve pas, car leur utilisation est réduite au cadenas. Alors qu'un palpeur et un racleur te permettent beaucoup plus de choses. Et vraiment, crois-moi, pour le coup, ouvrir un cadenas, c'est ultra simple. Pour 85% des modèles que tu rencontreras, le reste, ça va être des serrures radiales ou des cadenas avec d'autres systèmes de fermeture. Toujours Fatval qui demande comment lutter contre l'envie d'en porter toujours plus. Alors très honnêtement, je pense pas qu'il y ait du mal à avoir du matos qui permet de faire la différence dans des situations imprévues, mais il faut savoir être cohérent avec les risques de son environnement et les risques qu'on peut potentiellement rencontrer. Par exemple, un citadin, un rural, ils vont pas avoir les mêmes risques. Un agent de protection rapproché, un bagagiste et un boulanger non plus. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de prendre ce qui te semble utile, et la règle, c'est si tu t'en sers pas pendant un trimestre, c'est que tu n'en auras pas l'utilité en EDC, sauf peut-être ce qui a attrait au premier secours et à la sécu perso, dont les risques sont extrêmement aléatoires. Ça, c'est des choses que tu peux ne pas avoir à t'en servir pendant une cinquantaine d'années et du jour au lendemain en avoir besoin. Une dernière question de Fatval: est-il pertinent de porter un garrot sans formation professionnelle? Vous avez été plusieurs à me demander ça. C'est une excellente question. Donc ce format est extrêmement important. Ça te permet de gagner en confiance et d'éviter les erreurs graves. L'entraînement te rend plus efficace et la formation te permet également de justifier ton geste dans certains cas juridiquement. Une formation correcte, efficace te permet également d'à ton tour enseigner et de sensibiliser ton entourage. Cela dit, au sujet du garrot, et ça engage que moi, en porter un, si tu as appris à t'en servir correctement, pourra déjà te servir à toi-même. Et si tu t'en sens capable et que c'est une situation qui le requiert, donc vie ou mort, bien sûr sur autrui également. En dehors de tout ça, tu restes un garrot supplémentaire ambulant dans un monde où des tueries de masse existent et où certaines personnes qualifiées n'en avaient pas assez sous la main le jour où ils en avaient besoin. Donc ça n'engage que moi. Après, bien entendu, les formations, c'est extrêmement important. Si vous suivez la chaîne, vous savez à quel point je vous rabâche ça régulièrement. Formez-vous, c'est la chose la plus importante avant tout votre matériel. C'est ce qui fera la différence sûrement dans des situations hors normes. Donc Mawid qui demande le cerf, oui ou non. Donc je pense que tu parles du couteau de Station 9. Je viens d'en faire la revue il y a quelques temps. Je t'invite à regarder et tu verras que c'est un grand oui. C'est un couteau que j'ai beaucoup apprécié. Parmi les questions, on m'a demandé est-ce que j'étais content des produits Station 9. Alors en toute honnêteté, oui, je trouve qu'ils proposent des outils fiables et un univers peu visité dans la coutellerie. J'ai pu tester chacune de leurs créations et aucune ne m'a déçu, si ce n'est peut-être le point américain qui ne s'adapte pas à ma main. Je pense qu'il est fait pour vraiment des grosses paluches. J'ai confiance en eux et en ce qu'ils proposent. Certains se plaignent que ce soit du made in China. Alors perso, ça me dérange pas tant qu'il n'y a pas de souci de conception et que le vendeur ne s'en cache pas. Station 9 le mentionne, ne s'en cache pas. Perso, même avant de tester leurs produits, ça m'a jamais dérangé. À savoir, et je dis pas du tout ça pour légitimer quoi que ce soit, mais il y a énormément de marques, même parmi les plus connues, c'est du made in China, c'est du fabriqué là-bas, où ils se font envoyer des matériaux de là-bas et construits sur place. Je comprends tout à fait que certaines personnes peuvent être rebutées par ça. Perso, je pars du principe que tant que le produit est bon et qu'il n'y a pas de mensonge autour de ça, ça me pose pas de problème. Toujours la même personne qui demande où te fournis-tu en matos Medic. Donc tout simplement chez Medic Tactique et Medibrid. Le dernier propose actuellement d'ailleurs le Softgain 5 à moins de 40 € pour répondre à une autre question. Donc deux shops en lesquels j'ai totalement confiance, n'hésitez pas à vous rendre chez eux. Bah oui, toujours dans le sujet qui demande, as-tu des formations médiques à conseiller? Alors à mon sens, ce qui se fait de mieux en France, pour être totalement clair, c'est Life Support France qui fait du T3C, du TECC et du PHTLS. Alors si tu n'es pas professionnel ou que tu ne souhaites pas devenir professionnel, les tarifs te refroidiront sûrement. Après, tu peux te tourner vers des organismes avec des instructeurs fiables, faut se renseigner. Je sais que récemment, il y a AGX Medic, que je ne connais pas personnellement, mais qui apparemment font du très bon boulot. Donc le problème, c'est que parfois, tu as des organismes qui vont faire ça pendant 1 an, 2 ans et qui vont s'arrêter. Faut se renseigner et se renseigner sur les formateurs. Leur parcours, leur cursus, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à tel ou tel sujet sensible, et tu vas vite voir si les personnes sont sérieuses ou pas. Cédric qui nous demande, est-ce utile au quotidien? Donc il nous parle des petits kits d'évasion, puisqu'en fait, je vous avais demandé de poser des questions par rapport à des sujets particuliers. Donc il parle des petits kits d'évasion, de crochetage, d'effraction que je propose sur Instagram de temps en temps. Donc j'en propose que justement, je trouve ça intéressant d'avoir en permanence sur soi de quoi venir à bout d'une serrure simple. Ça m'a déjà servi sur une boîte aux lettres, sur une baie vitrée, une fois, ça m'est arrivé, sur des casiers, des cadenas, des boîtes verrouillées. Franchement, ça m'est servi pas mal de fois. J'ai pas mal de retours de personnes qui me disent que ça leur aurait été utile en port quotidien, donc en EDC. On a Chris qui demande, feriez-vous une boutique pour vendre plus de produits? Donc il parle des différents kits d'évasion justement que je vends sur Instagram. Et bien figurez-vous que c'est dans les tuyaux. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. J'ai pas de date exacte, mais quoi qu'il arrive, je vais essayer
essayer de faire ça bien. Toujours Cédric qui demande si tu ne devais choisir qu'un seul couteau. Donc ce serait un petit fixe, droit, simple. Comme vous pouvez le voir ici, ça permet de faire un maximum de choses. Après, j'ai pas d'attache particulière. En ce moment, je suis en train de pas mal tester celui-là et celui-là. Celui-là, je vous en parlerai peut-être un jour, mais voilà, un design simple comme ça, droit, fixe, pas trop grand, pas trop petit non plus, qui permet d'être utile en toute situation, peu importe ce que l'on va faire avec. J'aimerais bien vous faire vraiment plus de revues sur les couteaux, mais déjà je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit, j'aime bien vraiment tester. Il faut du temps, il faut tout simplement du temps. Quand je parle de quelque chose, j'aime bien prendre mon temps. Donc on a Bastia74 qui me demande le modèle du front pack, donc qui était sur la photo. Donc on est sur le Runners Kit Bag de chez Hill People Gears, c'est de celui-là dont tu parlais, avec un panneau velcro cousu par mes soins. Alors c'est une marque qui fait de très bons front pack, c'est un peu des pionniers, je sais pas si on peut dire des pionniers, mais ils ont sorti pas mal de modèles différents et c'est une référence dans le domaine. Perso, j'aime bien les utiliser pour mes sorties drone. Ça permet d'avoir un accès simple et rapide à l'équipement. Ensuite, on a Mathis qui demande: salut, pour toi, quel est le meilleur couteau fixe en port discret pour de la défense urbaine? Alors, on va détailler ça. Je vais être tatillon et certains pourront dire que je joue un peu sur les mots, mais si on doit envisager l'utilisation d'un couteau pour se défendre, perso, je vais appeler ça de la survie. Car pour ma part, sortir un couteau de manière offensive ne sera que dans une situation de survie imminente. Je m'explique. Ça peut être par exemple pour se dégager sur une tentative de meurtre. Ça peut être pour se soustraire à un rapt. Ça peut être également pour une tentative de viol. Ça peut être pour vous libérer d'une étreinte pouvant vous entraîner à la mort. Par exemple, de par le nombre et la force des coups de vos opposants. Donc on va avoir de nombreuses situations différentes, mais elles seront toutes hors normes. En aucun cas, je sortirai une lame pour me défendre ou pour dissuader. Et pour le coup, sans essayer de vous prouver quoi que ce soit, j'ai eu vraiment pas mal d'altercations, de conflits au cours de mon existence. Les situations étaient toujours très différentes. Ça pouvait être face à une gazeuse autour d'un véhicule ou dedans. Il pouvait y avoir des projectiles, il pouvait y avoir des matraques improvisées. La plupart du temps, ça restait quand même à main nue. Je me suis fait rouster. J'ai souvent perdu les pédales et également massacré pas mal de personnes, mais j'ai absolument jamais sorti de couteau, même face à un autre. Ça m'est déjà arrivé de me faire menacer avec un couteau, et la seule fois, et je vous en parle parce que la question a été posée, la seule fois où j'aurais pu en sortir un, c'était avec une embrouille contre 4 mecs, où l'un d'entre eux était vraiment beaucoup plus virulent que ses potes, et il me menaçait plusieurs fois verbalement de me tuer. Donc ça, c'est le genre de truc, ça me fait rapidement perdre les pédales, et je lui ai proposé tout simplement qu'on se tape, comme des bonhommes, hein, comme on dit. J'ai regardé ses collègues, je leur ai dit que s'il y en avait ne serait-ce qu'un seul qui s'approchait, je sortais ma lame en mode légitime défense, contre plus nombreux que moi, rien à faire. En vérité, je pense pas, selon les lois françaises, que ça aurait légitimé quoi que ce soit. Donc ça a temporisé un peu la situation. Ses collègues, ça les a calmés. Je sais pas comment on peut dire ça, ça les a étonnés. Donc j'ai avancé, on s'est tapé dessus. Heureusement, personne n'a bougé, mais ils auraient très facilement pu bouger et faire ce qu'ils voulaient en fait à 4. Hein. Ça, c'est des épisodes où on perd les pédales. Hein. En vérité, contre 4 personnes, faut partir. Hein. Tu veux mon portefeuille, à la limite, prends-le. Mais ça arrive de perdre les pédales. Tout ça pour vous dire que, est-ce que c'était une situation glorieuse? Pas du tout. Est-ce que j'aurais pu sortir justement un couteau ce jour-là? Oui. Est-ce que ça aurait été une bonne solution de choper des mecs à la gorge parce qu'ils auraient tenté de me mêler? Je pense pas vraiment, mais 4 sur 1, j'en ai déjà vu mourir sous les coups pour moins que ça. Tout ça pour vous dire que de tout ce que j'ai pu vivre au cours de mon existence, aussi humble soit-elle, c'est la seule fois où ça aurait pu arriver, mais finalement, non, et tant mieux. Sortir une lame doit être, selon moi, donc seulement pour de la survie imminente, pas pour de la défense, encore moins pour de la dissuasion, même si ça reste dissuasif. Et maintenant que j'ai éclairci ça, si vraiment je dois choisir un couteau offensif en port discret, je prendrai sûrement soit un push dagger ou un de ces deux modèles, donc parfait pour le clinch. Je vous les présenterai quand j'aurai le temps. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose avec une très bonne prise en main, facile à déployer, pouvant faire un maximum de dégâts. Donc les lames courbées ou les lames doubles comme ça, c'est très intéressant pour ça quand on est obstrué. Mais pour répondre à ta question, c'est ce genre de modèle sur lequel je pourrais compter. Une question dans le thème encore: meilleur item de self-défense à porter au quotidien. Donc s'il y a une chose que je porte en permanence pour de la défense, elle se trouve sur mes clés car elles sont toujours dans ma poche. Donc c'est un marqueur, un outil d'impact. Ici, on a un DYKey que vous devez connaître si vous suivez les vidéos EDC. Mais un Yugo fonctionne également très bien, c'est ce que j'avais avant. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir ça absolument partout et ça reste quelque chose d'efficace si j'ai besoin d'une force de frappe puissante, si la situation le nécessite. Et ce que je vais dire va
rejoindre la question précédente, mais 90% des embrouilles, des altercations, appelez ça comme vous voulez, que j'ai pu avoir, se sont réglées avec les points. Mais parfois, j'aurais aimé quand même pouvoir régler le problème plus vite pour pouvoir ensuite en régler un autre. Donc un point américain fait très bien ça, mais c'est injustifiable au quotidien et c'est complètement cramé en toute situation, on est d'accord. Donc selon moi, les clés font très bien l'affaire. Je m'en suis servi une fois pendant une bagarre. Je vous raconte encore un peu ma vie, j'ai pas l'habitude. Donc j'étais bloqué par l'opposant, la face sur un bar. Et on était chacun d'un côté, donc du bar. Et purée, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'avais aucune force. Je réussissais à me débattre et tout. Je mettais des coups, mais j'avais pas de force. J'arrivais pas à taper avec de la force. Donc j'ai chopé mes clés dans la poche. À l'époque, il y avait un Yugo dessus. Et j'ai frappé avec ça un peu n'importe comment, côté feutre, côté Yugo. Et ça m'a libéré. Et pour le coup, le mec, il avait vraiment morflé. C'est là que je me suis rendu compte que ces petits outils qui payent pas de mine peuvent quand même faire pas mal de dégâts et peuvent, on va dire, faire basculer la situation dans votre avantage. Donc intéressant quand la situation est en votre défaveur. Une personne qui demande: as-tu des trauma kits à conseiller? Donc si tu parles de poche qui contient de l'équipement, tu peux te tourner chez Northman Resilience ou Solution Trauma. C'est des personnes que je connais depuis leur début. L'avantage de Northman Resilience, et pas des moindres, c'est que c'est du fabriqué en France. Solution Trauma, l'avantage c'est que tu pourras armer ta pochette directement sur leur site. Donc à toi de voir. Une question qui m'a plus ou moins touché. Donc Olar 129 qui demande: conseil de sécurité pour mes filles adolescentes dans leur déplacement urbain. Donc je suis assez sensible à ce genre de questions car une de mes sœurs a subi une tentative de kidnapping pas loin de chez nous à l'époque. Donc je vous épargne les détails, mais c'est le genre de situation qui vous sensibilise rapidement à la question, surtout quand par la suite vous avez des enfants, donc quelque chose d'une importance capitale pour tout père de famille. Donc la première chose avant d'entreprendre ou de leur faire entreprendre quoi que ce soit, ça va être de leur parler des dangers possibles. Harcèlement de rue, tentative de vol, kidnapping, des agressions gratuites, souvent par des dérangés mentaux. Donc savoir faire un peu de profiling, savoir repérer un peu les gens qui peuvent être potentiellement dangereux. Et une fois qu'elles seront sensibilisées au danger, elles seront sûrement plus réceptives aux moyens de s'en prémunir. Donc selon moi, déjà, savoir éviter la convoitise et savoir faire profil bas quand c'est nécessaire et essentiel, particulièrement en zone urbaine. Savoir rester alerte sans tomber dans la paranoïa est également un très bon conseil de sécurité. Privilégier les déplacements accompagnés, ne pas s'isoler, par exemple éviter une ruelle totalement vide. Pareil pour les wagons, lorsqu'on prend les transports en commun, il n'y a pas de mal à attendre le prochain bus pour éviter de se retrouver tout seul. Bien entendu, privilégier la bonne compagnie et je dirais éviter les déplacements de nuit. Savoir que les déplacements de nuit seuls, sur de longues distances, sont selon moi les plus dangereux. C'est là où il y a le plus de situations mauvaises qui pourraient arriver. Ensuite, il va y avoir des outils de sécurité. Première chose, leur smartphone qui peut être intéressant pour des appels d'urgence. Certains téléphones qui peuvent être configurés, par exemple, pour faire un appel d'urgence lorsque le téléphone chute. Ensuite, à vous de faire en sorte d'être joignable tout le temps et capable de localiser son téléphone au plus vite. Un traceur GPS, en plus de leur smartphone, est une option intéressante sur des scénarios d'enlèvement. Certains sont très petits, permettent d'être dissimulés. Sinon, il y a des montres d'aspect assez simple. Le problème avec ça, c'est que peu d'ados accepteront d'être tracés en permanence, on va dire. D'où l'intérêt de bien en discuter et de faire comprendre que ce n'est pas un manque de confiance en eux, mais aux autres. Une bombe OC pour la défense personnelle et une explication didactique pourront leur servir et je pense pas qu'elles en seront embêtées. Même sur un contrôle de police, c'est des jeunes filles bien élevées qui vont chercher seulement à se défendre et même si le port est en réalité interdit, ça reste justifiable. Les alarmes perso aussi ont fait leur preuve dans beaucoup de témoignages. Un excellent moyen de dissuasion face aux agressions. Ça peut être accroché aux clés de la maison ou en fond de poche. Selon moi, c'est très intéressant en zone urbaine. En tout cas, merci pour ta question et prends bien soin de toi et de ta famille. Norik qui demande top 3 de tes sacs. Donc pour répondre brièvement, encore une fois, je dirais le LV10 de 5.11. J'avais beaucoup aimé car c'est un système qui offre tout ce que je cherche sur une sacoche en utilisation citadine. Ensuite, on a le EDC Regipack de Vertex. Vertex, une marque que j'aime beaucoup, qui est pour moi le graal des sacs 20-25 litres de par ses fonctionnalités. Et en 3, le Assault Pack, anciennement appelé les cartes de chez Arterix, avec les systèmes de rangement Hook and Loop qui vont avec. Ça parfait pour de l'outdoor, pour de l'opérationnel, c'est vraiment pas mal. La French Fries qui demande un avis sur le Mania Cut. Donc c'est un acier utilisé en coutellerie et dans la prochaine revue de couteau pliant, je vais en parler justement. J'espère que tu pourras tenir jusqu'à là. Ensuite, Quintus qui demande ton contenu est génial, pourquoi tu décolles pas? Alors ça, c'est une question ou une remarque que l'on me fait très souvent. La première raison, je pense que c'est un manque de régularité de ma part. Pour le coup, j'ai jamais
jamais vraiment sorti de contenu régulièrement et la chaîne a changé 3 fois de nom. Et ça, c'est un gros problème sur YouTube. Si tu veux faire des vues, il faut de la régularité. La régularité, elle demande du temps. C'est pas les sujets qui manquent, c'est pas la motivation qui manque. On est également sur des sujets de niche, donc le couteau de combat, le escape and evasion, les premiers secours. Autant de sujets qui vont pas toucher un large public, surtout de la manière dont je les traite. Donc ça fait que je me fais facilement shadowban par l'algorithme YouTube. Shadowban, ça veut dire que tu n'es plus du tout mis en avant comme créateur de contenu. Parfois, même tes abonnés ne savent même pas que tu sors des vidéos. Ajoute à cela un léger accent de lascar non voulu. Pas tous grandis dans les mêmes endroits, malheureusement. Également, le fait qu'on ne voit pas mon visage et ça peut repousser pas mal de monde. Mais je pense que la raison principale, c'est que je m'en fiche un peu, en fait. J'ai pas créé cette chaîne pour être populaire, pour vendre ou gagner quoi que ce soit. Sinon, je me cantonnerais uniquement au sujet qui marche. Donc, EDC, survivalisme sensationnel, la revue de matos à gogo, ce qui implique pas de réelle utilisation préalable. Ça, les revues, je pourrais vous en faire vraiment à tour de bras, car c'est pas les demandes qui manquent niveau lampe, niveau couteau. Il y a pas mal de sociétés qui me demandent de mettre en avant leurs produits, même des sociétés qui veulent m'envoyer des sacs. Et même sans ça, j'en ai énormément en attente, mais que j'utilise pas beaucoup, donc difficile pour moi d'en parler sans avoir la pression de vous prendre pour des imbéciles. Donc c'est sûrement ce détachement qui fait que la chaîne ne décolle pas. Pas d'inquiétude les camarades, et c'est gentil de vous en soucier, ça me convient très bien comme ça. Et tu sais quoi, un de ces quatre, on fera une expérience. Je publierai une vidéo par semaine de sujets plutôt putaclic comme on dit, et tu verras que c'est ultra simple de gagner en visibilité et en popularité. On m'a demandé également si j'étais survivaliste. Alors le survivalisme, je l'ai connu aux alentours des années 2012 à travers les vidéos de Vol West, également France Survivaliste à l'époque. Il y avait également Ezobook, il y avait également un Autrichien dont j'ai oublié le nom de la chaîne, mais c'était très intéressant. Il y avait Protégor qui n'était pas forcément spécialisé dans le survivalisme, mais qui a été une cause que je découvre tout ça. Alors à l'époque, il n'y avait aucun magazine, il n'y avait aucun salon, il n'y avait pas d'émission, personne n'en parlait particulièrement à travers des interviews, des podcasts, il n'y avait pas de formation qui était proposée. Et en fait, voir ce qui est devenu le survivalisme au cours de toutes ces années, ça m'a un peu éloigné du sujet et de leurs pratiquants, bien que ça soit quelque chose de très important. Ça m'a un peu gavé au fil des années. Moi, personnellement, ce que je respecte le plus dans ce milieu-là, ce sont ceux qui vont partir de rien et qui vont réussir à s'affranchir au maximum de la société actuelle afin d'être autonomes dans le plus de domaines possible, en partant bien sûr des principaux, donc autonomie en eau, en nourriture, réussir à avoir un abri avec un minimum de confort conventionnel, être autonome en énergie, particulièrement l'électricité, et quand même autonome en termes de défense et de protection, parce que de toute façon, il faut jamais compter sur autrui pour se protéger. Comme j'ai une vie de nomade, dans le sens où je déménage très régulièrement, je suis très rarement stable, ça me permet pas de réellement me lancer en profondeur dans des projets de base de survivaliste. Par contre, il y a énormément de sous-disciplines que j'essaie de maîtriser selon mes envies, selon les occasions. Donc oui, je me considère comme un survivaliste, mais je suis à mon sens loin des bases du survivalisme, mais c'est clairement dans mes projets. Une dernière question avec laquelle on va clôturer cette vidéo, que vous avez été vraiment beaucoup à me poser, vous êtes assez curieux. Quel est ton background professionnel et quel métier exerces-tu? Donc de base, j'étais dans la sécurité privée qui a un petit peu dévié vers portier et un peu de protection rapprochée motorisée. J'ai dû assez rapidement arrêter puisque mon casier judiciaire m'a valu une interdiction de pratiquer. Pas d'inquiétude, rien de grave. J'ai par la suite pas mal voyagé, c'était pas pour découvrir du pays, hein, c'était par obligation on va dire. Donc j'ai fait différentes entreprises, pas seulement en France d'ailleurs. Hein. J'ai fait un peu de secourisme à travers différentes structures. C'est un milieu qui est pas facile pour gagner sa vie correctement. Faut vraiment être passionné et mettre son métier avant ses revenus. Et il y a quelques années, j'ai pu me stabiliser dans le sud de la France à travers l'entrepreneuriat, pour faire simple, dans plusieurs domaines qui n'ont pour le coup rien à voir avec la chaîne, à part peut-être bientôt avec le site dont je vous ai parlé. Alors que ce soit clair, j'ai jamais mis les pieds à l'armée professionnellement. J'ai déjà collaboré avec des militaires, donc j'ai pas de formation opérationnelle dans le milieu, même avec les forces de l'ordre. Donc je suis un citoyen tout à fait lambda, mais j'ai eu la chance de pas mal me former, particulièrement dans le domaine paramédical. J'ai été facilité de ce côté grâce à mes premiers boulots. Donc voilà, rien d'exceptionnel les camarades. J'ai également fait des formations de dronistes qui ne sont actuellement d'aucune utilité parce que les lois au niveau des drones ont pas mal changé. Tout ce qui a trait aux drones ou aux UAV, j'en parlerai sur la chaîne quand j'aurai le temps de m'étaler sur le sujet. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'aurai bien sûr l'occasion d'en refaire parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de questions auxquelles j'ai pas pu répondre. C'était Boris, à plus, ciao.